tracking ça. Bienvenue à tous. Au menu de À l'affiche, aux Oscars, Sinners, le film de vampire, bat un record avec 16 nominations. La mode et l'Italie en deuil depuis la disparition du couturier Valentino. Et puis après le casse du Louvre, immersion au sein d'une équipe d'experts chargée de traquer les œuvres d'art volées. On commence cette émission par la course aux Oscars, les plus hautes récompenses du cinéma. Sinners de Ryan Coogler domine avec 16 nominations, du jamais vu. La France est en lice pour 4 statuettes. Valériane Gauthier. Un film de vampire sur rythme de blues dans le Mississippi ségrégationniste des années 30 fait la course en tête. Sinners décroche 16 citations, dont celle de meilleur film. Il dépasse les précédents records détenus par Titanic et La La Land. Son interprète principal, Michael B. Jordan, est nommé dans la catégorie meilleur acteur, aux côtés de Wagner Moura, un chercheur brésilien poursuivi par les autorités pour l'agent secret, Ethan Hawke, parolier de Broadway, solitaire dans Blue Moon, Timothée Chalamet, qui incarne un joueur de ping-pong ambitieux et arrogant dans Marty Suprême, et Leonardo DiCaprio, ancien révolutionnaire désabusé et paranoïaque dans Une bataille après l'autre. Ce pamphlet de Paul Thomas Anderson, qui dénonce les dérapages d'un pouvoir autoritaire et quasi-fasciste aux États-Unis, récolte 13 nominations. Du côté des performances féminines, les nommées sont Jessie Buckley, Rose Byrne, Kate Hudson, Renate Reinsve et Emma Stone. Côté tricolore, la France a 4 chances de ramener une statuette avec un simple accident du réalisateur iranien Jafar Panahi, Palme d'or à Cannes l'an passé, est nommé dans 2 catégories, celle de meilleur film étranger et meilleur scénario original, ainsi que les films d'animation Arco et Amélie et la métaphysique des tubes, adapté du roman autobiographique d'Amélie Nothomb. À noter un autre record, Ruth Carter est entrée dans l'histoire en devenant la femme noire la plus nommée aux Oscars, toutes catégories confondues. Cette costumière de talent afro-américaine a déjà remporté 2 statuettes pour le style afro-futuriste des costumes de Black Panther et Wakanda Forever. Elle est nommée pour la 5e fois pour son travail sur les costumes de Sinners. On l'écoute. C'est une étape majeure dans le développement de nos voix à Hollywood. Et mon parcours a toujours consisté à raconter l'histoire de notre culture et j'en suis vraiment fière parce que l'histoire est en train d'être effacée. Notre histoire est en train d'être effacée sous nos yeux. Alors, avoir la responsabilité de les raconter, d'être aussi authentique que possible et d'être récompensé pour cela, c'est une célébration. Il était l'un des emblèmes de la mode italienne, connu pour son fameux rouge profond. Le grand couturier Valentino Garavani, fondateur de la maison de couture du même nom, s'est éteint à l'âge de 93 ans. Le créateur avait lancé sa marque en 1960 et habillé certaines des femmes les plus célèbres au monde, de Julia Roberts à Sharon Stone, d'Elizabeth Taylor à Jackie Kennedy. Les hommages nombreux célèbrent un homme qui dessinait avec son cœur et son âme. Il était un des plus grands noms de la mode italienne, emblème de la haute couture à la renommée mondiale. Valentino, ou Valentino Garavani de son nom complet, a habillé les plus grandes personnalités féminines depuis plus de 60 ans. D'Elizabeth Taylor à Julia Roberts, en passant par Audrey Hepburn, Sharon Stone ou Gwyneth Paltrow, toutes ont porté ses créations. Même Jackie Kennedy, qui a choisi une des robes du créateur pour son mariage avec Aristote Onassis en 1968. Né dans une petite ville près de Milan, Valentino crée sa marque à Rome en 1960 après un passage à Paris, avec l'aide de son compagnon Giancarlo Giametti. 10 ans plus tard, il est le premier couturier italien à ouvrir une boutique à New York. Entièrement cousu main, ses créations, souvent très près du corps, épousaient les silhouettes. Parmi les réactions dans le milieu de la mode, Donatella Versace salue sa mémoire. Nous avons perdu un vrai maestro dont on se souviendra toujours pour son art.
En 2019, Valentino apparaissait aux côtés de Sophia Loren lors de la Fashion Week de Milan, où ils recevaient tous les deux un prix. L'actrice italienne rendait hommage à la carrière du couturier. Un homme qui a révolutionné le monde de la mode grâce à son élégance, sa passion et son style. La marque Valentino appartient aujourd'hui majoritairement à un fonds d'investissement qatari et le groupe de luxe français Kering en détient 30%. Il envisage de racheter complètement la marque à l'avenir. On en sait un peu plus sur le spectaculaire Casse au Louvre. Les images de vidéosurveillance ont été diffusées. La vidéo montre 2 individus, le visage dissimulé, forçant des vitrines contenant des diadèmes, des boucles d'oreilles en émeraude, un collier de saphir et bien d'autres objets précieux. Les enquêteurs estiment le butin à environ 88 millions d'euros. 4 suspects ont été interpellés et mis en examen pour ce vol, mais les bijoux n'ont pas encore été retrouvés. Ils ont toutefois été répertoriés dans la plus grande base de données privées au monde consacrée aux œuvres d'art volées, basée à Londres. Un reportage sur l'équipe d'experts mobilisés pour restituer les œuvres à leurs propriétaires. Il a suffi de quelques minutes en pleine nuit, dans les couloirs vides de ce château anglais. 5 hommes, en bleu de travail, entrés par effraction, fracassent une vitrine d'exposition. Ils en dérobent tout le contenu. Des dizaines d'objets précieux, d'une valeur de près de 6 millions d'euros, qu'ils emballent dans un rideau, avant de prendre la fuite. C'était il y a 22 ans, mais pour la directrice du musée, le souvenir reste intact. J'ai reçu un coup de téléphone en pleine nuit. Un grand nombre de boîtes en or et d'objets précieux étaient exposés ici. Ils ont tout cassé et tout emporté. C'était très choquant. Le cambriolage de Waddesdon Manor reste aujourd'hui une énigme. Les voleurs n'ont jamais été identifiés. Mais en 2021, l'affaire connaît un rebondissement inattendu, quand cette bonbonnière volée réapparaît dans une vente aux enchères. C'est incroyable de l'examiner à nouveau d'aussi près. Recevoir l'appel, réaliser que c'était notre boîte, puis la voir revenir, c'était tout simplement fantastique. J'espère vraiment qu'on va récupérer le reste un jour. Si cet objet précieux a été repéré à sa mise en vente, c'est parce qu'il était inscrit dans la plus grande base de données d'œuvres volées au monde. Un registre où se côtoient 700 000 tableaux, sculptures ou bijoux disparus. Plus complet encore que les listings d'Interpol et du FBI, ce fichier de référence est géré depuis la City de Londres par une entreprise privée. Les bijoux volés au Louvre y sont en bonne place. Ici, on voit notre enregistrement pour les pertes du Louvre. Donc, on voit les 8 pièces qui ont été volées, qui sont sur la base, qui contient donc les photos, les descriptions, les dimensions. Ces détails sont ensuite comparés aux œuvres en circulation sur le marché de l'art. Tous les jours, on reçoit des centaines de demandes du marché, des musées aux termes d'acquisition, des privés, des maisons de vente, des marchands. Et donc, toutes ces vérifications vont être confrontées à ces données. Ces contrôles permettent ainsi de retrouver une 50aine d'œuvres disparues chaque année. Comme ce tableau de Pissarro, volé en France au musée d'Aix-les-Bains dans les années 80. Ou cette peinture, réapparue lors d'une vente aux enchères. Elle figurait sur cette photo prise 80 ans plus tôt, dans un appartement spolié par les nazis. C'est l'un des moments les plus marquants. Ce n'est pas un tableau extraordinaire, il est estimé entre 3 000 et 6 000 euros. Rien à voir avec un Picasso à plusieurs millions, mais sur le plan émotionnel, le remettre aux descendants des propriétaires juifs spoliés à l'époque, c'était tout aussi fort. Créé il y a 35 ans, ce registre mondial des œuvres d'art volées se finance par une commission prélevée sur chaque vérification demandée par les marchands d'art. Des enquêteurs de l'ombre qui, année après année, font ressurgir des trésors que l'on pensait définitivement envolés. Voilà, et dépêchez-vous, si vous êtes à Paris, il ne reste plus que quelques jours pour aller redécouvrir l'œuvre d'un pionnier de l'art abstrait, Vassili Kandinsky. Une exposition organisée par le Centre Pompidou à la Philharmonie de Paris révèle comment la musique a nourri ses toiles. La plupart des tableaux se regardent. Ceux de Kandinsky pourraient presque s'écouter. Pour lui, les toiles sont des symphonies de couleurs. Un pionnier de l'art abstrait à la peinture vibrante et rythmée.
Alors comment Kandinsky a-t-il transformé la musique en peinture ? Kandinsky a 30 ans lorsque se produit un choc qui va changer sa vie. Un opéra de Wagner vu au Bolchoï de Moscou. Il raconte que des lumières et des couleurs dansent alors devant ses yeux. À l'époque, on imagine une fantaisie d'artiste. Mais pas du tout. Aujourd'hui, on pense que Kandinsky était sans doute atteint de synesthésie, une particularité neurologique. Plusieurs zones de son cerveau s'activaient en même temps. Quand il voyait des couleurs, il entendait de la musique. Quand il entendait de la musique, il voyait des couleurs. Pour lui, ce n'est pas un handicap, c'est une révélation. Fini le droit, il sera peintre et va s'inspirer de la musique. Les sons de la musique n'imitent pas la nature. Et lui, à partir de la musique, il prend conscience qu'un tableau peut peut-être toucher aussi fortement le spectateur sans peindre la nature, sans le détour par le réel, mais juste par la force expressive des couleurs. Pour Kandinsky, la correspondance des sons et des couleurs est une évidence, mais il va la théoriser avec des tables de correspondance. Pour lui, les trompettes sont des rouges puissants, l'orgue, un bleu profond. Le violon devient un vert paisible. L'orange, la voix puissante d'une cloche. Petit à petit, les couleurs prennent le pouvoir. Le réel disparaît des toiles. C'est le début de l'art abstrait. Dans ce premier dessin, qui est presque un souvenir fait d'après le vif, vous voyez le piano, vous voyez les membres du quatuor. Ensuite, épuration des formes. Là, il ne pose plus que des grandes masses. On reconnaît encore la silhouette du couvercle du piano. La composition finale est trouvée. Le réel a quasiment disparu. On peut distinguer le couvercle d'un piano, on peut distinguer des silhouettes, mais finalement, c'est un morceau de pure peinture. Alors maintenant, regardez ce tableau. Vous y devinerez peut-être des violons, des trompettes ou des bassons. Kandinsky aura alors réussi ce qui semblait impossible, peindre le son des couleurs. Et c'est déjà la fin de cette émission. On se quitte avec un spectacle qui investit l'intérieur de l'église Saint-Eustache en plein cœur de Paris. Baptisé l'Odyssée céleste, ce dispositif immersif en 3D propose une expérience multisensorielle mêlant images animées, orchestre et chœur en direct. Place à un avant-goût de ce spectacle. Et pour retrouver nos programmes, rendez-vous sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Je vous dis à très vite. L'info continue sur France 24.